Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation en ligne consacrée à la prévention des infections associées aux soins bucco-dentaires. Pour diriger cette formation, je suis avec le docteur Denis Bourgeois, chirurgien dentiste et professeur en santé publique à la faculté d'odontologie de Lyon. Bonjour professeur. Bonjour, merci de votre accueil. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette formation et à qui s'adresse-t-elle en particulier ? Vous savez, le cabinet dentaire se doit par définition d'être un lieu sûr. Un lieu sûr pour le patient, pour le praticien et pour l'équipe dentaire. Mais globalement, on constate que le passage de la théorie à la pratique n'est pas toujours si évident. Les causes sont multiples, manque de moyens, de temps, de personnel, méconnaissance des textes réglementaires et des normes. Pourtant, l'exercice dentaire présente des caractéristiques d'exercice médical à part entière, de chirurgie ambulatoire, qui justifie une attention particulière vis-à-vis d'un risque infectieux. Risque infectieux issu, par exemple, d'actes invasifs, d'exposition constante au sang, au liquide biologique, utilisation d'instruments réutilisables, souvent complexes à nettoyer, donc à stériliser, utilisation régulière d'eau ayant séjourné dans les circuits des unités dentaires. Donc le cabinet dentaire est certes une entreprise, mais c'est avant tout un lieu de passage, avec des gens qui rentrent, qui sortent, qui y travaillent, qui se croisent, et que certaines d'entre elles, certaines de ces personnes, vont accéder à des soins dentaires, à des soins chirurgicaux. Il faut bien se rendre compte qu'on parle de cabinets dentaires, mais la réalité en France, c'est 40 000 praticiens, entourés de 50 000 professionnels qui vont gérer la santé dentaire d'environ 600 000 patients par jour ouvrable. C'est donc une somme extrêmement importante, extrêmement considérable. Et en fait, toute personne qui, à un moment ou à un autre, se trouve dans cet espace relativement clos, qu'est le cabinet dentaire, peut être potentiellement contaminée, infectée ou être source de contamination. Cela peut être le patient, chirurgien dentiste, cela peut être l'équipe dentaire, les accompagnants, les visiteurs médicaux, les prothésistes. Et on peut aller au-delà du cabinet dentaire, puisque toute personne infectée va retourner dans son environnement quotidien avec le risque d'exporter les infections. Qui est responsable de la sécurité sanitaire dans un cabinet dentaire ? Le praticien, personne d'autre que lui, est responsable de la sécurité sanitaire au sein de son cabinet dentaire. Toute la responsabilité liée au risque infectieux repose donc sur le chirurgien dentiste. Cette situation est d'autant plus délicate, spécifique, que notre mode d'exercice ne bénéficie pas, comme en milieu hospitalier, d'assistance de structures spécialisées dans la prévention du risque infectieux. Il gère seul son risque infectieux au cabinet. L'État, le ministère de la Santé en l'occurrence, nous demande d'atteindre un niveau standard synthétisé dans un document qu'on appelle le guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie. Document complexe, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce guide s'articule autour d'une grille technique d'évaluation mise à disposition des professionnels de la santé concernés qui peuvent s'en servir comme outil d'évaluation, de référence ou d'auto-d'évaluation. Ainsi, les procédures déployées dans ce document ont comme objectifs principaux d'assurer la sécurité des patients, les professionnels de la santé, et de garantir la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux réutilisables. Mais elle sert aussi d'outil, de guide des bonnes pratiques d'inspection lors, je répète, des inspections dentaires faites par l'administration de la santé, et en particulier aux agences régionales de la santé. Cette grille, schématiquement, comporte 19 items, 19 standards, 19 recommandations. Elle sert de référence lors des contrôles réalisés par les ARS dans les cabinets dentaires, dans une logique de prévention de risques infectieux et de contamination lors de l'exercice. Cette formation consiste donc à identifier et présenter ces 19 points prioritaires et à les mettre en application ? Oui, exactement. Nous allons décrire 19 recommandations simples, standards, basiques, dont le respect et leur mise en application doivent logiquement être irréprochables. La finalité, outre l'aspect éthique et moral, est avant tout pratique, pragmatique. Objectif, réduire le risque infectieux, zéro contamination
zéro infection lors des soins. Alors concrètement, comment s'organise cette formation ? Nous aborderons successivement par séquences logiques, l'hygiène et la protection des personnels soignants, l'équipe dentaire, l'organisation de la salle de soins et des dispositifs médicaux, la gestion et le tri des déchets, et enfin, la chaîne de stérilisation. Mais cette formation a également un objectif de sensibilisation, en identifiant les secteurs de l'activité où la vigilance du praticien et de son équipe doit s'exercer pour prévenir le risque de transmission d'agents pathogènes. C'est pour cela, et c'était votre question d'origine, que la cible de cette formation concerne l'intégralité de l'équipe dentaire regroupée autour du chirurgien dentiste. N'oublions pas que lui seul est responsable de la bonne sécurité sanitaire de son cabinet dentaire. Il est et reste le maître d'œuvre de la mise en application de ces règles essentielles. Mais attention, ce que l'on aborde ici, tout le monde le fait dans sa pratique quotidienne. Nous allons simplement en faire une synthèse sans chercher à compliquer le contenu. Nous allons donc commencer avec une première partie dédiée à la sécurité des soins, consacrée à la formation, l'hygiène et la protection des personnels soignants. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette première partie et quelles sont les questions indispensables à la sécurité des soins que les personnels soignants doivent se poser et mettre en application ? Afin de prévenir les risques de transmission croisée des infections, et dans la mesure où le statut infectieux du patient est le plus souvent inconnu du praticien, on part du principe que tout patient est potentiellement infectieux, il est indispensable de respecter les mesures d'hygiène de base, au premier rang desquelles figurent l'hygiène des mains et l'hygiène de la tenue. Mais la prévention repose également sur la connaissance et la mise en œuvre des précautions standards face aux risques de contamination liés au sang et au liquide biologique, le respect des règles d'asepsie et de préparation du malade, et sur la maîtrise de la contamination de l'environnement. Toutes ces règles doivent être respectées en tout lieu de soins par tous les praticiens et leurs assistantes, et ce, pour tous les patients. Les 6 fondamentaux, les 6 règles, et 7 si on ajoute la nécessité de faire un bain de bouche au patient avant tout acte, en matière de précautions standards, qui sont décrits dans le film qui va suivre, permettent à eux seuls de diminuer de façon très importante les contaminations croisées et d'assurer la protection de l'équipe soignante. Je vous propose maintenant de visionner ce film qui va nous permettre de répondre à ces questions. Au préalable, vérifiez que vous avez bien enlevé tous vos bijoux, que vos ongles sont courts et propres, sans vernis, que vous portez des manches courtes et que vos mains sont visuellement propres et sèches et non poudrées. Remplissez la paume de votre main avec le produit, recouvrez toute la surface des mains, puis frictionnez de la façon suivante. Paume contre paume, en effectuant des mouvements de rotation. Le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite et vice-versa. Paume contre paume, doigts entrelacés avec un mouvement d'avant en arrière. Le dos des doigts en les tenant dans la paume des mains opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral. Le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite et vice-versa. La pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche et vice-versa. Enfin, les poignets en effectuant des mouvements de rotation. La durée de la procédure est de 20 à 30 secondes.
l'emballage du masque doit porter la mention CE, qui garantit son efficacité de filtration bactérienne et de résistance aux éclaboussures. Avant tout, faites une hygiène des mains par friction hydroalcoolique. Prenez un seul masque dans sa boîte en le tenant par sa partie centrale. Faites une hygiène des mains par friction hydroalcoolique. Disposez le masque avant les lunettes. Le masque est constitué de plusieurs éléments qui ont une fonction précise. Un écran organisé en plusieurs couches, dont une imperméable, dont l'interne et l'externe sont en non tissé, ainsi qu'une couche intermédiaire qui assure la fonction de filtration. Une barrette nasale qui permet d'ajuster le masque à la forme du nez, d'éviter les fuites et de réduire la formation de buée sur les lunettes. Des liens ou fixations auriculaires qui permettent de fixer le masque au visage. Chaussez les lunettes en vous assurant qu'elles sont bien fixées derrière les oreilles ou disposez le masque à visière en ajustant la barrette pour qu'elle épouse le contour du visage. Prélevez un gant de soin de son emballage d'origine. Ne touchez qu'une surface limitée du gant correspondante au poignet. Enfilez le premier gant. Prélevez un second gant avec la main non gantée et ne touchez à nouveau que la partie correspondante au poignet. Afin de ne pas toucher la peau de l'avant-bras avec la main gantée, retournez la surface externe du gant sur les doigts repliés de la main gantée pour l'enfiler sur la seconde main. Pincez un gant au niveau du poignet, puis retirez-le sans toucher la peau de l'avant-bras en le retournant sur la main. Tenez le gant retiré de la main gantée, retournez le gant sur la main tout en enveloppant le gant déjà retiré. Jetez les gants usagés. Pratiquez l'hygiène des mains par friction. L'usage raisonné de la friction hydroalcoolique permet une diminution significative des contaminations croisées manuportées qui sont les plus fréquentes. Cette désinfection doit être réalisée avec un produit hydroalcoolique spécifique dont l'efficacité est validée par des normes européennes et AFNOR. Frottez vos mains jusqu'au séchage complet du produit et reprenez-en si nécessaire pour respecter le temps de contact. Le port d'un masque fait partie des précautions standards. Il prévient la contamination des patients, de l'équipe soignante et de son environnement. Le port des lunettes fait partie des précautions standards. Elle protège les yeux du personnel soignant des gouttelettes et projections qui peuvent les atteindre durant les soins. L'hygiène des mains par friction hydroalcoolique reste la mesure essentielle garantissant la décontamination des mains avant et après l'enfilage et le retrait des gants. Le port des gants fait partie des précautions standards. Ils servent de protection physique des membres de l'équipe soignante et les patients en prévenant les transmissions croisées.
Ils permettent de réduire le risque de contamination par du sang ou d'autres liquides biologiques et la dissémination des germes dans l'environnement. Un accident d'exposition au sang ou AES peut survenir à tout moment. La conduite à tenir doit être connue de tous. On appelle accident d'exposition au sang ou AES tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée, piqûre ou coupure, soit une projection sur une muqueuse, œil, bouche ou sur une peau lésée. La principale préoccupation des victimes d'AES est la transmission potentielle du virus du sida. Cependant, d'autres infections, comme les hépatites B et C, ainsi que les maladies transmises par les outils souillés comme le tétanos, sont possibles. La fiche outil « Conduite à tenir en cas d'AES » doit être affichée dans le cabinet, visible et connu du personnel soignant. Un numéro de téléphone pour joindre le service d'urgence à contacter doit y figurer. L'utilisation d'un antiseptique vise à réduire la flore microbienne buccale, ainsi que la flore cutanée péribuccale, susceptible de provoquer des complications infectieuses liées aux soins. Utilisez un bain de bouche antiseptique bactéricide et fongicide, comme la chlorhexidine ou l'exétédine, et prévoyez un bain de bouche sans alcool pour les enfants. L'aiguille qui perce un opercule contaminé peut entraîner la contamination de l'anesthésique qui sera ensuite injecté. Désinfectez l'opercule de la cartouche avant chaque utilisation à l'aide d'alcool éthylique à 70% ou d'alcool isopropylique à 90%. Quels sont les points essentiels à retenir de ce film ? Surveillez vos mains. Là où sont vos mains se trouve l'infection. La technique de lavage des mains avec la solution hydroalcoolique est de prime abord, vous l'avez vu, compliquée. Mais n'oubliez pas l'objectif. Notre objectif est d'éliminer et non pas de réduire la flore transitoire. Pour cela, il va nous falloir répéter ce geste avant d'acquérir ou tendre vers l'excellence. Les séquences s'enchaînent avec un ordre, une logique systématique à respecter. Gardez en tête la succession de vos gestes. Le masque, nous l'avons vu, est un filtre. Il concentre les micro-organismes. Peu importe son efficacité de filtration s'il est mal porté. Il est aussi utile qu'une passoire. Une paire de gants, un geste, un patient. L'achat des gants est à l'heure actuelle un des postes de consommables les plus élevés dans un cabinet dentaire. Mon conseil est de veiller à acheter des gants de qualité, référencés, à l'heure où le marché est envahi par les produits chinois et asiatiques. Et dernier point, quitte à investir ou à dépenser de l'argent et de l'énergie, à porter gants, masques, lunettes, et à utiliser plusieurs fois par jour les solutions hydroalcooliques, faites-le, vous-même et votre équipe, de manière professionnelle. Sinon, c'est un non-sens absolu.
Merci professeur pour toutes ces précisions. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette formation sur la prévention des infections associées aux soins, qui cible l'organisation de la salle de soins et l'utilisation des dispositifs médicaux.